Certains d'entre vous se demandent peut-être « Pourquoi sommes-nous ici aujourd'hui ?» En d'autres termes, que faisons-nous là et pourquoi ce sujet est-il important pour nous tous? Dans ce premier module, nous ferons un bref tour d'horizon afin de répondre à deux questions essentielles. Que s'est-il passé jusqu'à présent? Et en quoi le processus de l'après-2015 diffère-t-il de celui qui a abouti aux objectifs du millénaire pour le développement? En répondant à ces deux questions, nous vous dévoilerons les principales différences quant à la façon dont les OMD et le programme de développement pour l'après-2015 ont été élaborés. Primo, que s'est-il passé jusqu'à présent? Le programme de développement pour l'après-2015 est le résultat de la convergence de deux processus. Ce rapprochement a été initié par un consensus soulignant la nécessité de combiner les processus relatifs à la réalisation des OMD à ceux qui étaient le résultat de la conférence Rio+20. Nous pouvons distinguer d'un côté le processus des OMD, en orange, et de l'autre le processus du développement durable, en vert. Au sortir d'une série de sommets internationaux concernant différents aspects du développement humain qui se sont tenus dans les années 1990, le processus des OMD portait essentiellement sur le développement social, avec comme objectif principal l'élimination de la pauvreté. Le concept de développement durable est apparu à la même époque dans les débats intergouvernementaux, dans le cadre des processus axés sur le lien intrinsèque unissant le développement et l'environnement. Bien que les trois dimensions, sociale, économique et environnementale, faisaient partie du concept dès l'origine, les débats et les suites qui leur ont été donnés au fil des négociations sur le développement durable ont mis en avant la dimension environnementale. Au cours des 2 dernières années, les contributions de ces deux processus ont été synthétisées pour former un programme de développement unique, universel et exhaustif, désormais intitulé « Programme de développement pour l'après-2015 », figurant en bleu dans cette chronologie. Ce programme nouveau, transformationnel, intègre de manière équilibrée les 3 dimensions du développement durable et exige une nouvelle approche fondée sur un certain nombre de principes qui guideront sa mise en œuvre. En bref, de nombreuses personnes engagées dans les négociations ont tiré la même conclusion, à savoir que les objectifs de base des deux processus, l'élimination de la pauvreté et le développement durable, sont intrinsèquement liés. Par conséquent, un ensemble d'objectifs communs et un programme universel devraient être élaborés à l'aide des contributions des deux processus. Nous reviendrons sur ce processus en détail au fur et à mesure que nous nous déplacerons dans la chronologie. Pour nous éclairer avant de commencer, ajoutons un indicateur pour nous figurer où nous en sommes aujourd'hui. Vous remarquerez qu'apparaissent déjà les jalons sur la chronologie. Nous agrandirons chacun d'eux au fur et à mesure. Maintenant, regardons de plus près chacun des deux processus initiaux. Pour rester bref, nous vous présenterons les principaux jalons le long de chaque processus. Mais gardez à l'esprit qu'il s'est passé beaucoup plus de choses en coulisses. Commençons par le processus des OMD. N'oublions pas que le processus des OMD était centré sur le développement social, en particulier l'élimination de la pauvreté. Il a été formalisé en 2000 lors du sommet du millénaire avec la déclaration du millénaire, qui est devenue la base des objectifs du millénaire pour le développement. Ces 8 objectifs ont été établis en vue d'une intervention sur 15 ans, ce qui signifie qu'ils arriveront à leur terme à la fin de cette année. En 2010, les États membres se sont réunis au sommet des Nations Unies sur les OMD. Le résultat de cette assemblée a été un engagement renouvelé en vue d'atteindre les objectifs fixés d'ici 2015 et une demande adressée au secrétaire général d'établir des rapports annuels sur les progrès accomplis par rapport aux objectifs et d'émettre des recommandations pour l'après-2015. Cela s'est traduit par l'ouverture de consultations avec diverses parties prenantes sur le programme pour l'après-2015 par le groupe de personnalités de haut niveau du secrétaire général et le groupe des Nations Unies pour le développement, dont nous parlerons un peu plus tard. Fort de ses premières contributions, le secrétaire général a publié un rapport intitulé « Une vie de dignité pour tous », qui formulait une série de recommandations concernant les étapes futures pour le programme de développement pour l'après-2015. Avant de nous pencher sur la façon dont les processus ont fusionné, examinons ce qui s'est passé pendant ce temps sur le processus du développement durable.
Comme le processus des OMD, le processus du développement durable a servi à catalyser le développement mondial. Ce qui distingue le processus du développement durable est contenu dans son nom. Il se concentrait sur la manière dont le développement peut être réalisé de façon durable. Dans la pratique et en l'absence d'une démarche à l'égard du développement qui soit intégrée, ce partage des responsabilités a conduit à une situation où les négociations dans le cadre du processus du développement durable ont porté davantage sur la dimension environnementale que sur les deux autres. Le sommet de Rio de 1992 est devenu une référence lorsque, pour la première fois, les dirigeants mondiaux se sont engagés à promouvoir le développement durable et ont convenu d'un plan d'action, Agenda 21, et d'un certain nombre de grands principes. Dans le même temps, 3 importantes conventions environnementales ont été ouvertes à signature pour encourager à modifier l'approche traditionnelle du développement. 10 ans plus tard, une grande conférence de suivi s'est tenue à Johannesburg, en Afrique du Sud, communément appelée Rio+10. L'objectif de cette assemblée était d'élaborer un plan de mise en œuvre. Le sommet de Johannesburg a réaffirmé les objectifs sociaux et environnementaux fixés dans les OMD et l'Agenda 21 et a reconnu que la mondialisation a creusé les inégalités. Il a contribué à l'OMD 7, notamment à travers une cible relative à l'assainissement, et a inspiré un certain nombre d'initiatives volontaires. En 2012, les dirigeants mondiaux se sont de nouveau réunis à Rio de Janeiro, au Brésil, pour la conférence Rio+20 et ont adopté un document final intitulé « L'avenir que nous voulons ». L'un des objectifs de la conférence des Nations Unies sur le développement durable, également appelée Rio+20, était de garantir un engagement politique renouvelé en faveur du développement durable, d'évaluer les progrès réalisés et les lacunes subsistant concernant la mise en œuvre des décisions des grands sommets sur le développement durable, et de faire face aux défis nouveaux et émergents. Rio+20 a également abordé la question des 3 principales dimensions du développement durable, les dimensions économiques, environnementales et sociales, à travers ces 2 thèmes primordiaux. Premièrement, une économie verte dans le cadre du développement durable et de l'élimination de la pauvreté. Et deuxièmement, le cadre institutionnel du développement durable. Plusieurs mécanismes ont été créés pour le suivi des décisions prises à Rio+20, notamment le groupe de travail ouvert chargé de la rédaction des objectifs du développement durable, le comité intergouvernemental d'experts sur le financement du développement durable, dont le but est de proposer une stratégie de financement, et le forum politique de haut niveau sur le développement durable pour exercer une action mobilisatrice et examiner l'avancement de la mise en œuvre du développement durable. Maintenant que nous avons vu les principales caractéristiques de ces 2 processus avant qu'ils ne fusionnent, voyons comment ils ont convergé. Rappelons pourquoi le processus ont fusionné. Un consensus établissant que les priorités des 2 processus, élimination de la pauvreté et développement durable, sont intrinsèquement liés et donc qu'un programme de développement unique et universel devrait être créé. Cette approche globale a été débattue et approuvée lors de la manifestation spéciale de l'Assemblée générale en septembre 2013. Lorsque les États membres ont reconnu les liens intrinsèques entre l'élimination de la pauvreté et le développement durable. Bien sûr, le programme représente plus qu'un ensemble d'objectifs. Les principes directeurs, les cibles, les indicateurs, les moyens de mise en œuvre et les mesures suivies et de contrôle sont tout aussi nécessaires. Examinons maintenant les étapes qui ont suivi la convergence de ces 2 processus. Le groupe de travail ouvert a établi la version définitive de sa proposition d'un ensemble de 17 objectifs de développement durable, avec un total de 169 cibles qui y sont associées, en juillet 2014. Le comité d'experts sur le financement a émis un ensemble de recommandations sur le financement du développement durable en août 2014. Cela a permis au secrétaire général de présenter son rapport de synthèse en décembre 2014. Ce rapport combinait dans toute leur diversité les contributions des 2 processus. En se fondant sur les ODD proposés par le groupe de travail ouvert, le rapport a livré 6 éléments déterminants qui pourraient encadrer et renforcer le programme.
Les États membres ont convenu que les ODD proposés constitueraient la base des négociations intergouvernementales sur le programme de l'après-2015 qui ont débuté en janvier de cette année et se poursuivront jusqu'en juillet. Voilà où en est le programme à l'heure actuelle. Examinons à présent 3 manifestations importantes à venir. La première aura lieu dans le cadre d'un vaste processus complémentaire connexe qui se déroule en parallèle du processus du programme pour l'après-2015 et se concentre sur le financement du développement. La 3e conférence internationale sur le financement du développement, organisée dans le cadre du consensus de Monterrey et de la déclaration de Doha, aura lieu en juillet qui vient à Addis Abeba. Les négociateurs chercheront probablement à trouver des moyens d'accroître les ressources et les capacités pour mettre en œuvre le développement durable tout en créant un climat favorable et en tenant compte de ces 3 dimensions, sociale, économique et environnementale. Puis, en septembre, les négociations intergouvernementales pour l'après-2015 doivent aboutir à un sommet au niveau des chefs d'État et de gouvernement qui se réuniront pour s'accorder sur le programme. La 3e manifestation fait partie d'un autre processus complémentaire connu sous le nom de CCNUCC, Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. C'est la 21e conférence des parties, COP 21, qui se tiendra à Paris du 30 novembre au 11 décembre. La COP 21 comprendra des négociations en vue d'un accord mondial juridiquement contraignant sur les changements climatiques. Un tel accord est expressément mentionné dans les ODD proposés et la CCNUCC est reconnue comme la principale instance pour ces négociations. Voilà, nous avons jeté un regard sur les principaux jalons à ce jour et sur ce qui nous attend à court terme. Vous devriez être maintenant en mesure d'expliquer comment et pourquoi les OMD et le processus de développement durable ont fusionné et d'identifier certains des principaux jalons dans le processus de l'après-2015. Une question importante qui revient souvent est: en quoi le processus de l'après-2015 est-il différent de celui qui a abouti aux OMD? Nous voudrions vous montrer maintenant en quoi la création du programme fut différente du processus des OMD. Pour commencer, il faut souligner que les négociations en vue de rédiger le programme pour l'après-2015 sont conduites par les États membres. Les OMD ont été élaborés comme un document indépendant par le personnel des Nations Unies, en puisant dans les objectifs de la déclaration du millénaire adoptés par les États membres. Là où le processus pour l'après-2015 se singularise encore davantage, c'est dans la façon dont il a permis à de nombreux groupes de parties prenantes d'apporter leur contribution aux consultations. Regardons-les de plus près. Outre les États membres, 6 types de parties prenantes clés ont apporté leur contribution au travers de consultations avec, premièrement, le groupe de personnalités de haut niveau du secrétaire général, deuxièmement, le groupe des Nations Unies pour le développement, et troisièmement, les grands groupes et parties prenantes organisés par les États membres. Tout d'abord, nous avons les institutions des Nations Unies. Les institutions des Nations Unies ont apporté leur contribution par le biais de l'équipe spéciale des Nations Unies, qui est un groupe interagence de 60 entités des Nations Unies et d'autres organisations internationales. Puis nous avons le monde des affaires et les industries. Le monde des affaires et les industries ont contribué au groupe de travail ouvert et aux négociations pour l'après-2015 parce qu'ils sont inclus dans la définition de grands groupes et autres parties prenantes. Ils ont également contribué à d'autres consultations à travers le Pacte mondial des Nations Unies et le groupe des Nations Unies pour le développement. Nous avons aussi la société civile et le peuple. Les contributions de la société civile et du peuple proviennent de plusieurs sources très importantes. Pour ce qui est du groupe de travail ouvert, suivi des négociations pour l'après-2015, les contributions provenaient de groupes d'enfants et de jeunes, d'exploitants agricoles, de peuples autochtones, d'ONG, de femmes et de travailleurs et de syndicats. La société civile et le peuple ont également été consultés par le biais de la conversation mondiale menée par le groupe de développement des Nations Unies, notamment les consultations thématiques et nationales, les dialogues consacrés à la mise en œuvre, ainsi qu'une enquête mondiale innovante intitulée My World, à laquelle plus de 7 millions de participants jusqu'à présent ont répondu en ligne et hors ligne. Les contributions provenant des régions ont également été intégrées.
Le point de vue régional a été pris en compte dans les consultations menées par les commissions régionales. Puis les milieux scientifiques et universitaires. Les contributions des milieux scientifiques et universitaires proviennent du groupe de travail ouvert et des négociations pour l'après 2015 et sont désignées en tant que communauté scientifique et technologique. Ces contributions proviennent aussi du réseau des solutions pour le développement durable et des consultations thématiques du groupe des Nations Unies pour le développement, parmi d'autres. Enfin, nous avons les dirigeants politiques. Les consultations des collectivités locales, qui constituent l'un des plus grands groupes, ont été menées à travers le groupe de travail ouvert et les négociations pour l'après 2015. Les contributions des dirigeants nationaux ont été menées notamment auprès des gouvernements, du monde des affaires et de la société civile, par le biais du groupe de personnalités de haut niveau du secrétaire général, ainsi qu'à travers les consultations du groupe des Nations Unies pour le développement. Vous pouvez donc voir que ce processus a fait appel aux contributions de nombreux groupes et pas seulement aux États membres. C'est ce processus participatif universel qui a été si chaleureusement salué jusqu'à présent. Compte tenu de la diversité des contributions, l'espoir est que ces groupes de parties prenantes développent un sens renforcé d'appropriation lors de la phase de mise en œuvre. Sur ce, nous espérons avoir répondu aux deux questions que l'on pose souvent et que nous vous avons mentionnées au début. Nous espérons également que vous désirerez maintenant fortement approfondir le sujet et en savoir un peu plus sur les principes sous-tendant le programme pour l'après 2015 et les ODD eux-mêmes. Et bien sûr, nous espérons susciter un débat sur la façon dont ce programme influera sur votre travail et sur les politiques de développement de votre pays pour 2015 et au-delà.